Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. L'actualité reste dominée par les poursuites judiciaires engagées contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, par le procureur général près la Cour de cassation. L'autorisation a été accordée par l'Assemblée nationale le dimanche 15 juin 2025 lors de la clôture de la session de mars. Plusieurs griefs ont été mis à la charge du ministre Moutamba. Ce dernier est appelé à déposer sa démission dans 48 heures qui s'achève aujourd'hui. Analyse, critique et commentaires, c'est tout à l'heure. La 12e conférence des gouverneurs de province s'est achevée la semaine passée sur des recommandations. Du mardi 10 juin au vendredi 13 juin, les chefs de l'exécutif provinciaux ont été autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le thème principal, la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable. C'était aussi une occasion pour les forums de faire un état des lieux des provinces et formuler des recommandations afin de booster le développement des provinces avec un accent particulier sur la couverture santé universelle. La santé doit devenir un droit et non un privilège, avait-il décidé. Et donc, ils sont parvenus à ces recommandations ci-après, doter la CENI de moyens financiers nécessaires pour parachever le processus électoral, améliorer la gestion des institutions provinciales, payer régulièrement les émoluments des députés provinciaux, les frais de fonctionnement des assemblées provinciales, opérationnaliser la caisse de péréquation, augmenter et payer régulièrement les frais de fonctionnement et d'investissement dus aux provinces, mettre fin aux ingérences politiques des acteurs du ministère de l'Intérieur et renforcer les dispositifs de surveillance et de défense aux frontières, restaurer l'autorité de l'État et payer régulièrement les salaires de gouverneurs et leur suite, maire de ville, chef de administrateur territoire, etc. On en parle tout à l'heure dans cette émission. Le gouvernement souminois a totalisé un an depuis son avènement. L'agence congolaise de presse a titré « Gouvernement souminois, 365 jours d'action concrète, sécurité, économie sociale, diplomatie, tous ces secteurs seront scrutés tout à l'heure dans votre émission. » Voilà la charpente de l'émission, mesdames, messieurs. Merci de nous regarder chez vous. Et nous sommes en direct. Vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Et mesdames, messieurs, merci et bienvenue dans votre émission Autour de l'info. Voilà, merci encore une fois, mesdames, messieurs, vous qui êtes déjà scotchés, branchés sur votre télévision, surtout sur votre émission Autour de l'info. Nous sommes là déjà pour scruter, débattre, discuter sur l'actualité, sur l'information et avec nos invités qui sont déjà avec nous, et d'autres qui pourront nous rejoindre tout au long de l'émission. D'abord, à ma droite, Papi Mouya. Il est communicateur de l'IDPS. Bonjour, Papi. Bonjour, cher Christophe. Bonjour à mon co-débatteur. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. Surtout au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci pour ce grand travail qu'il est en train d'abattre pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Papi Mouya. Je rappelle qu'il est communicateur de l'IDPS. Et à ma gauche, Suleiman One Hesse, qui est analyste politique. Bonjour, Suleiman. Bonjour, monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci par moi, monsieur Gustave. D'accord. Il y a Marie-Claire qui vient de nous rejoindre, qui s'avance. Avancez, Marie-Claire. Avancez, nous venons d'entamer l'émission. Marie-Claire Moutanda,
Elle est présidente de la nouvelle dynamique Lumumba. Elle est aussi actrice sociale. Hein? Et puis voilà, elle est déjà en train de faire son entrée sur ce plateau. Il y a aussi Gauthier Mbemba qui vient d'arriver et les professeurs d'Adi Saleh qui viennent de rejoindre l'équipe. Ils sont déjà là pour l'émission de ce mardi 17 juin 2025. Sans plus tarder, je voudrais qu'on commence quand même avec cette information qui ne fait pas vraiment du bien avec cette guerre, une information internationale, hein, la guerre entre l'Iran et Israël, qui fait déjà des morts, des destructions. Et voilà. Je commence avec vous, Suleiman Onehese. Comment vous avez appréhendé dans une minute la guerre entre Israël et l'Iran? La guerre, nous avons appris que l'Iran a fait que le devoir d'un pays qui défend son pays. Hein. Vous allez trouver qu'il y a l'un des communicateurs ou responsables de l'Iran qui a dit que non, ça fait très longtemps qu'ils étaient menacés et qu'à un moment, ils pensaient que non, l'Iran ne pouvait rien faire. C'est-à-dire l'Israël sous-estimait l'Iran. Alors l'Iran montrait de quoi il est capable. C'est une leçon que nous aussi nous tirons. Au moment où nous sommes agressés, si on nous sous-estime, de toutes les façons, on répond le fait par le fait. Et c'est un des principes diplomatiques les plus sûrs dans un pays. D'accord. Professeur Dadi Saleh, je crois que vous êtes professeur d'université, économiste de formation, vous êtes également spécialiste des pays du Sud, mais cette information, l'Iran, Israël, qui sont en guerre, une guerre active, se bombardent, on détruit, j'ai vu des images, Tel Aviv est complètement détruite. Comment vous appréhendez cette information? Oui, je pense que l'essentiel ici est de comprendre qu'en diplomatie, il s'agit des rapports de force et que nous sommes dans un monde, pour moi, qui ne devait pas être comme il est. Il y a trop d'injustice, effectivement, mais malheureusement, si vous n'êtes pas fort, vous ne comptez pas. Ce qui fait que l'essentiel pour moi, ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas Israël, ce ne sont pas les États-Unis ni la Russie. L'essentiel pour moi, c'est la République démocratique du Congo. Vous voyez, dans ces jeux, normalement, nous devions trouver un chemin pour effectivement essayer de nous unir et nous constituer en une force. Mais j'espère que le président de la République et le leadership congolais va arriver à le faire. Mais jusqu'à preuve du contraire, nous ne nous plaçons pas. Et nous ne prenons pas avantage par rapport à tout ce qui se passe au niveau international, tous ces conflits. Ça devait nous constituer. Il ne s'agit pas ici de cette théorie où quand les éléphants se battent, les herbes sont broyées. Non. Il s'agit ici d'une théorie simple. Quand ils se battent, ça nous donne, nous, le temps de nous organiser pour être forts et être capables de comprendre que sans la force, il ne s'agit pas de la raison. Nos minéraux partiront toujours, on ne fera rien. Merci, professeur. Et Papi Mouya, je crois que vous avez aussi suivi cette information, ce qui se passe entre l'Iran et l'Israël. Un mot. J'aimerais rassurer ici au professeur que la République démocratique du Congo n'a pas croisé les bras. La République démocratique du Congo est en train d'apprendre régulièrement. Pour bref, vous avez appris avec moi que le ministère de la Défense a doté de 2 avions à notre armée, ce qui n'existait pas avant l'arrivée du président de la République. Aujourd'hui, l'armée est en train d'être équipée. Il y a des matériels que la République est en train d'acheter. Attention, avec l'appui du ministre de la Défense, Kika Boumouadjanvita, que nous félicitons d'ailleurs. Donc, c'est cette idée, c'est cette vision de loin que la République démocratique du Congo est en train de suivre. Et les jours à venir, l'Israël, l'Iran, comme vous l'avez dit, ça doit donner une leçon à notre pays. La République, c'est vrai que sur le plan diplomatique, des stratégies peuvent se jouer. Mais au cas où ces stratégies échouent, je crois que les jours à venir,
la République démocratique du Congo sera prête pour faire face à n'importe quel pays qui osera toucher à ses intérêts. Merci beaucoup, Papi Mouya. Marie-Claire, comment vous appréhendez cette situation entre l'Iran et l'Israël? Merci beaucoup pour la parole. Une situation très complexe, hein, comme vous le savez, une situation qui remonte depuis plusieurs années. L'escalade de juin dernier n'est que la nouvelle situation avec l'Israël qui a bombardé les sites nucléaires de l'Iran en commençant, et donc l'Iran qui riposte ici en self-défense, comme on dit, en légitime défense. Mais il faut ici noter qu'avant 1979, l'Israël et l'Iran étaient des amis, c'était des pays alliés. Et la venue de Ayatollah Khomeini avait fait de l'Iran carrément de briser toutes les relations avec le monde occidental, et en particulier l'Israël qui l'a qualifié de petit Satan et les États-Unis du grand Satan. Donc maintenant, cette situation depuis des années qui redémarre, elle est assez tendue, complexe. Et comme vous avez vu, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a même un Congolais, notre compatriote. Et je ne pense pas qu'il soit décédé, qui est à l'hôpital, qui a reçu balle. Donc c'est pour dire que d'une façon symbolique, même le Congolais en Israël peut être affecté quand il y a guerre. Ce n'est pas une bonne chose. Mais aussi, c'est des notions ici. Moi, j'aborde un peu dans le même sens que tout le monde. Je ne sais pas politiquement quelle est notre situation, parce que souvent dans ces guerres par procuration, les gens se mettent avec leurs alliés, et pour l'instant nous sommes en train de développer une alliance avec les États-Unis, et les États-Unis c'est eux-mêmes qui sont derrière l'Israël. Mais il faut ici quand même dire que pour des relations de paix, il faudra que les pays arrêtent cette façon de taquiner les autres. Donc l'Israël, il taquine un peu tout le monde dans la région, et les Iraniens, ils ripostent parce qu'ils ont la capacité de riposter aussi. Mais comment établir des relations de paix dans cette région-là, c'est vraiment un dossier très très complexe. Sincèrement, c'est pour moi, je pense qu'avec la raison de humain, un peu parce que nous aussi, on subit ici quelqu'un qui vient nous agresser injustement pour nous piller de minerais, le Rwanda. Donc, je me tiens un peu du côté de ceux qui défendent leur droit à la légitimation. Merci beaucoup, Marie-Claire. Gauthier Mbemba. Oui, merci d'abord. C'est un rapport de force pour moi. Et d'ailleurs, je félicite premièrement le président israélien qui au moins a montré le bravo et l'amour envers un Congolais touché par une balle. Et là, maintenant, ça interpelle la conscience des politiciens congolais et aussi de nos autorités, afin d'en tirer conscience de ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire la vie d'un Congolais, vraiment, c'est très riche ailleurs du pays par rapport ici dans son pays où nous sommes au Congo. Et là, maintenant, je voulais rappeler d'abord, c'est un rapport des forces au moins entre les deux pays. Et là, je voulais interpeller la conscience des États-Unis et puis l'Israël, parce que, vous voyez, aujourd'hui, le Congo est menacé vis-à-vis de l'ancien président de la République, qui au moins s'appelle Joseph Kabila, qui avait fait la possession du pouvoir entre lui et Félix Tshisekedi. Et savez-vous que c'est bien Joseph Kabila qui avait vendu l'uranium en Iran, et aujourd'hui, maintenant, l'Iran est en train de faire un rapport de force avec l'Israël. Et là, maintenant, j'interpelle encore les États-Unis maintenant, afin de regarder de suivre plutôt certaines démarches qui ont moins mises en exergue par rapport à ces terroristes, mouvements terroristes, entre autres Moïse Katumbi et puis Joseph Kabila qui s'est voilà, relayé derrière les rebelles. Donc voilà, ce que je peux au moins... Voilà, merci, c'est compris. Voilà, donc c'était juste pour entrer dans les vifs de nos sujets de ce jour.
Une autre information qui devait encore être prise en compte, c'est ici, les enfants, nos finalistes se préparent à affronter les examens d'État. Mais il semble que pour la dissertation et autres examens, les mâles ne sont pas encore arrivés au nord Kivu, au sud Kivu, un peu en Ituri. Demandons donc au gouvernement de faire en sorte que nos finalistes de cet espace-là puissent passer très bien leurs examens, donc les examens préliminaires. On revient maintenant sur le plateau. Je voudrais qu'on commence d'abord par l'an 1 du gouvernement Soumino. 365 jours d'action concrète. Là, c'est le titre du journal, plutôt de l'agence congolaise de presse. Donc, pendant une année, le gouvernement souminois, on l'a vu un peu partout, en train de travailler. Je ne sais pas comment les uns et les autres qui sont déjà sur ce plateau vont analyser, critiquer, commenter sur l'action du gouvernement. Je commence avec vous, Gauthier Mbemba. Comment vous analysez le 365 jours du gouvernement souminois? Normalement, j'encourage d'abord certains membres du gouvernement qui ont montré vraiment l'amour et la conscience envers le président de la République qui a nommé ses ministres. Et entre autres, là, je voulais féliciter d'abord Madame Thérèse Kaikouama et puis féliciter aussi le ministre des Affaires sociales ainsi que le ministre du Tourisme. Et ce sont parmi les ministres aussi, bien que le ministre des Finances, tout le monde en parle de lui, et aussi Constant Moutamba. Mais le ministre des Finances, pas parce que son travail n'est pas ce que les gens sont en train de penser que le travail du ministre des Finances, c'est seulement de payer les agents. Non, ce n'est même pas ça le travail du ministre des Finances. Et donc, le gouvernement... Et son travail, c'est lequel? Le travail du ministre des Finances, d'ailleurs, moi j'aime toujours l'exemple de mon mentor qui est Laurent Batumona. Le jour où on aura un premier ministre au même rang que Laurent Batumona dans ces pays, ou soit un ministre des Finances au même rang que Laurent Batumona. Faire Laurent Batumona Laurent Batumona n'est pas au gouvernement. Je voulais vous rappeler une chose. Vous savez que nous nous sommes trompés sur le diplôme, le diplôme de mérite et puis d'autres choses que les gens ont fait dans des pays étrangers. Alors que les réalités de notre pays, ce n'est même pas ça ce que les gens pensent. Parce que quelqu'un a étudié en Belgique, quelqu'un a étudié en France, quelqu'un a étudié ceci, qu'il pourra résoudre les problèmes du Congo. Non, le problème du Congo, c'est un problème technique. Et là, maintenant, ça demande maintenant les techniciens qui, au moins, maîtrisent la situation. Est-ce que Batumona a été ministre des Finances dans ce pays depuis un temps? Si Laurent Batumona était ministre des Finances dans ces pays ici, ou soit le premier ministre qui travaille en synergie avec certains ministres, entre autres les ministres des Finances, où il y a du sérieux d'abord. Mais tu ne réponds pas à la question, Mbemba. Est-ce que Batumona a été ministre des Finances dans ce pays? Non. Et pourquoi vous demandez qu'on prenne son exemple? C'est-à-dire, vous savez, c'est un opérateur économique qui au moins gère ses ambitions et puis il a beaucoup de choses au moins qui gère dans ce pays ici. Et là, maintenant, je voulais vous rappeler une chose. Laurent Batumona a dirigé la DGDP. On analyse... l'an 1 du gouvernement. Voilà. Et Batumona ne fait pas partie du gouvernement, s'il vous plaît. Ok. Au gouvernement. Je voulais parler l'essentiel par rapport à ce qui se passe dans notre gouvernement. Vous savez, jusqu'à présent, nous avons un problème. Le problème que nous avons au gouvernement actuel, un gouvernement qui n'a même pas un premier ministre. C'est-à-dire quoi? Selon moi. Non, il ne faut pas dire ça. Mais c'est un gouvernement... Non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Alors, comment peut-on expliquer? Prenons par exemple ici, nous avons les réserves de taux d'échange qui au moins pourra être exercées par rapport à l'intelligence et la vision du président de la République qui nous a parlé ici, les 6 000 emplois des jeunes qui devraient être créés par trimestre. Et là maintenant, je voulais maintenant parler
de quoi servent ces réserves de taux d'échange qui au moins se trouvent dans la Banque centrale du Congo. Et par là, maintenant, vous allez vous rendre compte, nous avons un Premier ministre qui n'arrive pas à réaliser. Non, tu n'as pas bien lu et dans la presse et comme ça. Donc, merci, on va revenir chez vous après. Alors, je prends Marie-Claire. Marie-Claire, comment vous faites l'analyse des 365 jours du gouvernement Soumino? Moi, je vais décevoir. Dans un premier temps, il y a une réaction même d'une minute parce que je voudrais qu'on analyse peut-être secteur par secteur, en économie, en sécurité, ainsi de suite, pour que les gens comprennent. Oui. Je vais décevoir le débatteur qui est passé avant moi. D'abord, il faut noter ici... Donc, vous allez le décevoir. Absolument. Je vais le décevoir d'abord de dire qu'il n'y a pas un Premier ministre pendant que nous sommes en train de discuter le gouvernement des Souminois. Je vous rappelle, on a une première ministre femme qui s'appelle Judith Souminois Toulouka. Dans le cas où vous ne serez pas au pays pour savoir qu'on a un Premier ministre. Et donc, c'est d'abord une première d'avoir une femme occuper cette position. Et dans un contexte très difficile. Très difficile. Je le savais que vous allez la défendre. Et j'ai le droit de la parole, je ne vous ai pas interrompu, je vous ai corrigé, vous pourrez prendre après pour me corriger. Bien sûr que je vais défendre parce que j'ai de faits sur ce que je vais annoncer. Donc, Madame Souminois, d'abord, quand elle a pris fonction, avec un projet très ambitieux de 92 milliards de dollars pour exécuter un programme sur différents piliers. Un programme dans 5 ans. Hein? Dans 5 ans. D'accord. Sur différents piliers, avec un premier pilier, d'abord de la sécurité. Et ici, il faut dire que le pays, nous connaissons ce que nous connaissons, c'est un jeu d'ensemble, et les chefs du gouvernement, et donc même les exploits de la ministre d'État des Affaires étrangères, qui y a vraiment compris la vision du président Félix, et a fait un travail extraordinaire qui rapporte déjà d'énormes fruits, même si le Rwanda occupe encore notre terre, et je le dis toujours chaque fois que je passe ici, le Congolais ne doit pas entrer dans le sommeil parce que c'est les Congolais qui sauvera le Congo. Tout comme les Congolais a détruit le Congo, les Congolais devra sauver le Congo. Maintenant, sur le plan économique, Madame Judith a eu un projet qu'elle a vraiment voulu faire par rapport à la diversification de l'économie, construire une économie diversifiée, protéger le pouvoir d'achat et développer l'agriculture. Je vais prendre seulement ces trois-là. Par rapport au pouvoir d'achat, pour un pays en guerre, et nous avons vu le ministre de Finances et même de Budget, faire des illustrations comment ils ont su maintenir le taux de dollar, pas trop de fluctuations, en dépit du fait que nous sommes dans une situation d'agression injuste. Et par rapport à la diversification de l'économie, c'est vrai qu'on n'a pas encore de résultats, mais nous l'avons vu aller à Dubaï, aller à Doha, pour pouvoir travailler avec les partenaires étrangers, travailler sur le climat des affaires avec le ministre de l'économie. Ça, c'est une femme qui exerce tout cela. Et ici, il faut dire, avec l'agression, elle s'est mise debout pour lancer la campagne congolaise tellement. Et elle a compris qu'avec le ministre des Armées, donc de la défense en jeu, pour aller appuyer les Wazalendo, faire des sorties sur terrain. Elle est sur terrain pour en même temps suivre aussi des programmes tels que des programmes
développement local. Merci. Donc ici, non, je vais atterrir. Hein, parce qu'on ira peut-être secteur par secteur. On ira secteur par secteur, mais je voudrais, parce que je suis la seule femme ici, et je pense qu'il me vient de droit de pouvoir défendre les sérieux qu'il y a dans la femme quand on lui donne le travail. Ouais. Et ici, je pense, le président Félix, d'abord, félicitations, parce que dans ce gouvernement, vous avez réussi à aligner 32% des femmes, bien que le nombre a été réduit à 30%. Et si les autres ne se sont pas démarqués d'une façon vive, parce qu'on a beaucoup de challenges, mais il y en a, chacune de ces femmes se bat dans un contexte de non-acceptabilité. Il serait un homme qui atteindrait autant serait adulé. Et un homme qui ferait moins serait toléré. Et cette femme, elle fait ce qu'elle peut. Et moi, j'admire son travail. Mais cela étant, il y a d'autres choses, par exemple le chantier agriculture. J'ai besoin vraiment que Madame la Première ministre, quand vous avez une opportunité comme la conférence de gouverneurs qui s'est tenue il y a une semaine, à vous vraiment, en tant que gestionnaire du terrain, d'exiger des résultats au niveau de la population. Exiger qu'il y ait des routes, des desserts agricoles. Merci, merci Madame, merci Madame Marie-Claire. Professeur Dadi Saleh, comment vous jugez les gouvernements soumis pendant les 365 jours? Il y a à boire et à manger. Je ne vais pas répéter certaines choses. Nous devrions noter qu'elle a donné 6 piliers, c'est-à-dire qu'on devait juger un bilan, c'est-à-dire qu'il y a une prévision, ça va, et des réalisations par rapport à ces bilans. Les bilans, ce n'est pas la beauté de quelqu'un ou bien les intentions. Ça, c'est le vrai problème que nous avons en grande partie. Donc, s'il vous plaît, si vous me demandez vraiment de faire un bilan, écoutez, je prends les piliers, je prends l'économie, et je constate effectivement que ce vrai secteur, nous félicitons des avancées par-ci, par-là, mais majoritairement, notre économie reste totalement extravertie, où nous importons pratiquement tout. On n'a pas de grandes industries. Écoutez, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Elle a équilibré les choses, elle a fait un travail, nous sommes bien d'accord, et que je ne pense pas qu'avec la politique, la vision qui est impulsée par les gouvernements, qui n'est pas une vision révolutionnaire. Ça va, la vision révolutionnaire économique, je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'a presque pas une économie. C'est-à-dire on a une économie totalement dépendante. Côté production, on ne produit pas grand-chose. Côté distribution, on ne distribue pas grand-chose. Il y a les Bolloré, tout le reste, on n'a presque pas grand-chose. Et côté consommation, le panier de la ménagère ne permet pas effectivement aux Congolais de s'en sortir. On a plus de 83%, ça n'a pas changé. 83% des Congolais qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, ça ce sont les réalités. D'abord dans le sens social. Les efforts, comme je l'ai dit, oui, chaque ministre qui a fourni des efforts, le ministre de l'Emploi, le ministre de la Justice, le ministre, etc., c'est pour les comptes du gouvernement. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des efforts. Mais je pense face à ces grands trous dans lesquels nous sommes et qu'il n'y a pas de révolution, par exemple économique, où j'ai dit on n'a aucune banque congolaise, on vient de faire 365 jours, on n'a pas une banque congolaise. Et pourtant, je pense effectivement que dans moins de 100 jours, on est capable de comprendre qu'on ne gère pas nos finances. Ça va absolument pas. Et en tant que technocrate, écoutez, donnez-moi 25 jours à 50 jours, nous faisons une banque congolaise. C'est tout, ce n'est pas compliqué. Donc je félicite les efforts, mais il n'y a pas des efforts économiquement sensibles. La création de l'emploi, de ce côté-là, on est à moins peut-être de 20 et 30%. Je pense elle-même en est consciente, quelles que soient les bonnes et mauvaises raisons. Si nous prenons la sécurité, nonobstant le fait des efforts fournis, prenons d'abord la diplomatie, parce que comme ça j'équilibre. Là on félicite. On félicite du côté diplomatique, parce que c'est vrai, on a eu des accords, notre point au niveau des Nations Unies, c'est un grand point, la résolution 2773, un très grand point, ça va. On a eu dernièrement le Rwanda qui a quitté la CEEAC. On a quelques avancées, certes, mais à nous de capitaliser, puisque sur le terrain, ces avancées diplomatiques ne se traduisent pas vraiment en réalité sur le terrain. Mais ce sont des avancées majeures, donc on la demande de faire un peu plus. Mais du côté sécuritaire, et tout le monde le sait, la République démocratique du Congo est au bord de l'implosion, au bord de la balkanisation.
nous avions, comme je l'ai dit moi-même, j'ai théorisé cela, on était déjà dans une balkanisation indirecte depuis plus de 18 ans, 20 ans. On félicite le chef de l'État parce qu'il a compris ce point-là, où les gens ne comprennent pas. Hein. Ils pensent que c'est un jeu. Là, nous avons des villages où on a plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués et des villages qui sont en train d'être remplacés par les Rwandais. Et là où je vous parle, ça continue. Ça ne s'est pas arrêté. C'est ça mon plus grand problème. Certes, quelqu'un dira, oh, ça va aller. Non, je ne suis pas de l'avis des gens qui disent, ça va aller. Ça va. Là, nous avions demandé les soutiens indéfectibles, n'est-ce pas, aux Ouazalendou que nous ne voyons pas. Nous voyons effectivement des déclarations. Un soutien en termes de déclarations et des efforts avec la RAD, etc. Nous avions demandé un budget de guerre depuis très longtemps parce qu'il faut comprendre qu'on est en guerre, mais on n'a jamais déclaré la guerre. Donc avec le gouvernement souminois, on n'a pas déclaré la guerre, absolument pas. Et pourtant, nous sommes en guerre. Et effectivement, on a des lois de programmation, certes, on connaît tout ça, mais quand est-ce qu'en fin de compte, les Congolais vont se prendre au sérieux par rapport aux événements qui se passent, où je viens de dire, nous sommes en guerre, on n'a pas un budget de guerre. On a quelques lois de programmation, quelques augmentations de la ligne budgétaire de l'armée. Mais écoutez, la guerre, ça se prépare. Donc je pense effectivement, comme je l'ai dit, un bilan. Je ne suis pas un dialoliste. Je félicite le chef de l'État parce que la volonté est là. Mais entre nous, entre la volonté et la réalité sur terrain, où, comme le ministre de la Justice l'a dit, et la première ministre elle-même, eh ben c'est la corruption qui continue à ciel ouvert. Je pense que ce n'est pas moi qui vais le dire. Tout le monde le sait. Tout le monde est accusé, entre guillemets, de corruption. Commençant par les plus grands membres de la justice, ça va, qui sont accusés, qui sont en train d'être entendus au Parlement. Le ministre de la Justice lui-même, la première ministre elle-même, avec 145... Tout le monde est accusé de corruption. C'est-à-dire quoi? Nous sommes incapables d'être un peu sérieux avec nous-mêmes. Alors, je félicite tout ce qu'on peut féliciter, mais je vous ai dit, je ne suis pas dialoliste. Je pense effectivement qu'il faut taper sur la table et faire une révolution. Et là encore les temps, ça va. Et là encore les temps de le faire, mais ben, je suis désolé. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui s'appelle critique. Critique, c'est pour améliorer. Ce n'est pas pour juste les jalels ou des petites réalisations. On reste dans les surplaces. Merci, professeur Dadi Saleh. Papi Mouya. Vous, je crois, vous direz le contraire de ce que le professeur a dit et ce que Mbemba a dit, je pense. Comment vous analysez les 365 jours du gouvernement souminois? J'aimerais premièrement que le professeur puisse commencer par féliciter ce qu'il venait de citer. Dans ces pays, ça faisait très longtemps. On ne pourra jamais accuser les hauts cadres d'être à la base des corruptions et autres. Vous le savez mieux que moi. Il y a eu des gens qui ont détourné l'argent en République démocratique du Congo, mais tellement qu'ils étaient proches des autorités, on ne pourra jamais parler d'eux. C'est déjà un pas lorsqu'on vous dit, lorsqu'une autorité, lorsqu'un ministre, lorsqu'un haut magistrat touche au bien de l'État, il est directement cité. C'est déjà un pas. Je sais qu'il y a des choses qu'il faudra qu'on puisse encore améliorer. Mais déjà, le premier pas, il faut féliciter. J'aimerais parler du gouvernement. Parce qu'il faut ici accepter qu'on puisse commencer par féliciter ce gouvernement que nous avons aujourd'hui. C'est vrai, on ne va pas applaudir pour tout le monde. Nous avons, je crois, plus de 54 ministres. Mais ce n'est pas tous les 54 ministres qui ont donné des bons fruits. Ça, on doit le dire. Pour ne prendre que ce secteur de défense. Parce que je venais de suivre le professeur qui a essayé de présenter les choses d'une manière qui n'est pas très correcte. Mais il oublie une chose. La République démocratique du Congo est victime d'une guerre qui a duré plus de 30 ans. Et pendant ce temps, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi a utilisé un ancien président de la République pour infiltrer l'armée. Et l'armée du début à la fin était infiltrée. Vous ne pouvez jamais gagner une guerre si vous êtes infiltré. Ça, je dois vous le rappeler. Mais aujourd'hui, la République se prépare, s'arrange. Je parle d'abord de défense. Aujourd'hui, nos militaires sont motivés. Le président Tshisekedi, avec le ministre de Défense Kika Bombo, il a réussi au moins pour la toute première fois à doubler les salaires des militaires. Ce qui ne s'était jamais fait. C'est pour la toute première fois. Pourquoi le faire? C'est pour encourager ceux qui se battent pour la République démocratique du Congo.
Aujourd'hui, nous venons de les rappeler, il y a des avions qui sont payés pour nos militaires. Écoutez, professeur, j'ai eu l'occasion de voyager à l'époque avec l'argent, avec l'avion de nos militaires. Je peux vous dire qu'il faut préférer mourir avant de monter dans cet avion. Parce qu'il n'y avait ni chaise, ni quoi. Vous êtes obligé de vous mettre dans le vide. Mais aujourd'hui, le gouvernement prend l'engagement de doter premièrement de moyens de déplacement à nos vaillants militaires. Il faut encourager. Je prends le deuxième secteur. J'aimerais parler de l'économie de la République démocratique du Congo. C'est vrai qu'on n'a pas atteint 90% de ce qu'on attendait. Ça, on doit le dire clairement. Mais les efforts qui sont engagés par ces gens... J'ai dit on n'a pas atteint 90%. Ouais. Ça veut dire on est au-delà de 50. 30, non, je ne parle pas de 30. Les efforts qui sont engagés, 50, hein? Les efforts engagés par certains ministres, il faut féliciter. Aujourd'hui, le professeur se déplace, il a un véhicule. Ceux-là qui ont des motos peuvent le dire avec moi, que ça fait un temps qu'il y a baisse des carburants. Le gouvernement s'est assumé. Dans ce pays, ça faisait un temps qu'on était habitué à un système où, s'il y a baisse le matin, attention, le soir, ça risque de revenir. Mais ça fait plus de 3 mois, 4 mois que le prix est resté intact. C'est quelque chose qu'il faudra féliciter. Parce qu'on ne pourra pas parler du social si on ne songe pas aux moyens de déplacement. Ça, c'est un pas. Alors, ces deux secteurs, je peux les mettre de côté. Je prends celui des fonctions publiques, Jean-Pierre Liaou. Mais écoutez, c'est des choses à féliciter aussi. Avec Liaou, aujourd'hui, nous connaissons au moins le nombre de fonctionnaires de l'État. C'est des choses qui ne se faisaient pas. L'argent de l'État était gaspillé. Donc, vous pouvez trouver une personne avec 6 numéros matricules. Et tous ces 6 numéros matricules étaient payés. Mais aujourd'hui, Jean-Pierre Liaou a fait un travail. On a réussi quand même à avoir un fichier fiable des fonctionnaires de l'État. Il faut féliciter ce travail. Attention, je ne m'aimerais pas seulement parler de ceux-là qui ont réussi. Parce que vous avez parlé des examens d'État, j'aimerais revenir là-dessus. J'aimerais demander au président de la République de bien songer à ce secteur. Il y a un sérieux problème. J'étais au Katanga, je suis allé à là-bas. J'ai eu le temps d'échanger avec les enseignants. Il y a un problème. La grande partie pense que la gratuité de l'enseignement est en train d'aller au bout. Pourquoi? Parce que la vision n'est pas très claire. Je me rappelle, nous avons connu un ministre qui avait commencé avec cette histoire de gratuité, qui avait tenu, je parle bien des Bakonga. Attention, on peut tout dire des Bakonga. Mais à l'époque où on a lancé la gratuité de l'enseignement, Bakonga avait tenu. Bakonga ne restait pas au bureau, mais il descendait parce que c'est ça ce qu'on demande à nos ministres. Aussi longtemps que vous restez dans vos bureaux et que le travail est fait sur le terrain, attention, il y a des couacs. Donc, j'aimerais assurer à ceux qui nous suivent que c'est vrai que nous ne pouvons pas dire que le gouvernement Soumina a atteint 90%, mais il faut féliciter le travail qui est en train d'être fait et espérer aussi que les choses iront mieux. Ça, il faut le reconnaître. Vous avez la justice aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des couacs. Oui, c'est ces couacs qui vont faire à ce que les choses soient assises. Il ne faut pas qu'on puisse parler des hommes forts. Il faut que chacun puisse se mettre à sa place. Qu'il sache que dans un état de droit, on ne parlera pas de personnes. On parlera des lois. Et je m'en vais avec force et fierté féliciter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tout le monde attendait le voir donner des injonctions à la justice. Il a catégoriquement refusé. Si notre justice est restée dans les noirs pendant plusieurs années, c'est parce que le président de la République, plusieurs présidents qu'on a eu avant Félix, ils avaient toujours des mêmes mises sur la justice. Ce qui n'est pas du tout correct. Je crois qu'on doit respecter ce gouvernement de Mme Soumina et demander au chef de l'État de mettre de côté ceux-là qui n'ont pas bien travaillé pour l'avancement et l'amour de la République démocratique du Congo. Merci Papi Mouya. Mais vous n'avez pas signalé que l'IAO, avec ces réformes, est en train de vouloir sécuriser les agents de l'État. Ah, ça aussi. Avec les CNSAP. Ça, c'est une parenthèse qu'il faut aller ouvrir. Aujourd'hui, l'IAO, avec CNSAP qui est revenu au secours des CNSS,
fait un travail louable. Ça, on doit le dire et féliciter les DG Junior Mata. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent. Vous vous félicitez toujours. Non, mais quand quelqu'un fait un bon boulot, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les féliciter. De la même façon que nous critiquons ceux qui ne travaillent pas bien, ceux-là qui se battent, on doit les féliciter. Nos papas, nos mamans qui ont servi la République depuis plusieurs années, qui sont déjà en pleine retraite, je vous rappelle que la SENSAP a pris des engagements, ils sont en train d'être identifiés. Et ils vont être payés, malgré qu'ils sont déjà mis de côté. Malgré qu'ils ne travaillent plus. Et ça, personne ne peut les contredire. C'est un travail qui a été fait. La SENSAP a été mise en place avec l'arrivée du président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ça n'avait jamais existé. C'est des choses à encourager. Et nous continuerons à accompagner ceux qui travaillent bien. Merci. Et ceux qui ne travaillent pas bien, nous allons vous dire que vous travaillez pas bien. Merci. Suleiman Onehese, vous avez suivi pas à pas le gouvernement souminois pendant 365 jours. Comment vous appréhendez, vous analysez la façon de travailler, le bilan? Merci, M. Gustave. Même les aveugles peuvent témoigner de cet échec de ce gouvernement. Même les sourds, ils peuvent le dire. Moi, je ne suis pas dans ces classiques de valoriser les uns, diminuer les autres. Non. Jeter des fleurs. Non, non, non. Moi, je suis en train de regarder le gouvernement comme institution. Quand on parle de gouvernement comme institution, il y a une personnalité qui doit chapeauter cela. C'est la même personne qui est Madame la Première ministre, qui jusque-là même les noms semblent être un peu difficiles même pour les Congolais de les maîtriser. C'est Madame Soumine, je pense. Oui. Moi, je connais, mais les autres, même les noms. Et le maîtrise. J'ai dit, toi, tu n'as pas mené des enquêtes pour dire ça? Monsieur Gustave, vous avez bien commencé que vous parlez de l'institution. Parlez de l'institution. Monsieur Gustave, ce que vous devez reconnaître est que quand on vient sur le média, on ne se réveille pas le matin et puis venir. Non. On va d'abord se rassurer de ce que nous disons. Est-ce vrai ou ce n'est pas vrai? Même si je ne suis pas parti au fin fond de la République. Mais nous avons des familles. Nous avons des connaissances. Nous avons des amis. Mais quand vous appelez à l'ami, il vous dit la réalité de la situation. De toutes les façons, vous devez vous en procurer. Ce n'est pas parce que vous êtes ici à Kinshasa, vous vivez que ici sur le 24 communes, vous pensez que non, c'est déjà bien. Je vais encore un peu toucher à mon prédécesseur qui vient de parler, Papier Mouya. Vous quittez Kinshasa, vous arrivez à Kolwezi. Nous connaissons que Kolwezi, c'est le fief de là où vous partez tous les jours. Ce n'est pas une province que vous pouvez dire. Et là-bas, de toutes les façons, Kolwezi, Kinshasa doit connaître toutes les autorités. Parce qu'il y a fréquentation régulière des autorités dans des entités que nous venons de citer ici. Kolwezi, bon, espace Katanga. Et dans l'espace Katanga, vous n'allez pas me dire que vous étiez parti au niveau de Olumami. Non, pourquoi vous n'êtes pas parti de Olumami? Point d'interrogation. Vous partez, c'est Kolwezi, vous citez seulement au Katanga, vous allez citer aussi Tanganyika, mais au Katanga, vous n'allez pas les citer. C'est en reconnaissance des causes. Nous revenons sur ce qu'on appelle du gouvernement. D'abord, je vais d'abord prendre du point de vue éducationnel. Aujourd'hui, pensez-vous que nos enfants étudient réellement bien dans des écoles de l'État? Vous allez dire non. Pourquoi je dis non? Les enseignants... Là, c'est vous qui dites non. Les autres... S'il vous plaît. Les autres ne vous diront pas ça. S'il vous plaît. Laissez-moi parler, parce que les autres, quand ils parlaient, vous les avez laissés tranquillement. Non, je t'arrange seulement. Je vais vous dire que non, vous partez dans le secteur éducationnel. Secteur éducationnel. Ouais. Vous allez trouver aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'école primaire, que ce soit aux instances supérieures, il y a aussi le système LMD, toujours dans ce gouvernement. Vous allez dire que non, c'est un bon gouvernement qui a bien travaillé, on continue. Nous allons encore au niveau du secteur de la santé. Aujourd'hui, il y a certains hôpitaux qui ont été déjà pointés comme maternité, quelque chose comme ça, que non, maternité gratuite. Vous partez mettre au monde là-bas, ou votre femme ou votre soeur va là-bas, il doit payer. Et il y a même, j'ai vu ici, il y a l'hôpital que je ne vais pas citer les noms. Il a même écrit avec tentative de rompre cette activité-là, de mettre gratuitement. Pourquoi? Parce que les agents de l'État, c'est-à-dire
c'est des corps sanitaires, les accoucheuses, les infirmiers, voire même les médecins, ont fait plus de 4 ou 5 mois impayés. Non, ça c'est le plan de l'église. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît, Mbemba. Moi, je vous dis que c'est l'hôpital. Vous avez déjà la lettre visible, vous avez lu. Vous allez maintenant dire, la lettre là-bas, vous allez dire que non, cette lettre là-bas, il y a un évêque qui a signé. Oui, enlevez ces idées-là, mon frère. On vous a laissé le temps de parler. Si vous avez glorifié un individu qui n'est pas dans le gouvernement. Alors, on parle. Non. Vous va parler de moi, je suis obligé de les répondre. Mais vous devez me laisser tranquille parce que les autres ont parlé. Nous revenons dans les domaines sécuritaires. Dans les domaines sécuritaires, que ce soit l'intérieur ou la défense. Qui vous a dit que non, si vous avez des avions, vous avez déjà la garantie de la guerre? Et c'est ça le bilan que vous allez présenter, que pendant une année, nous emmener des avions. Et puis dans les avions là-bas, comme nous n'avons pas encore vérifié pour voir que non, et ce sont des avions qui vont nous rendre utiles. Un militaire, je vais vous le dire ici, nos vieux militaires tels qu'ils sont là-bas, ils n'ont pas besoin de vos conforts que vous voulez les amener. Ces avions-là ne vont plus les servir. Dis-moi, l'avion qui peut prendre, si c'est autant de militaires, ils vont aller se promener où? Les militaires, quel est le besoin d'aller se promener? Du point de vue sécuritaire, jusqu'aujourd'hui, dans une année, que la première ministre fait partie, Goma... Donc quand on a acheté les avions, on a mal fait. Goma et Bukavu. Jusqu'à ce moment ici, c'est dans une année que la première ministre est dans le gouvernement. Aujourd'hui, pendant cette période-là qu'elle est première ministre dans le gouvernement, nous avons le souci que nos enfants présentent les examens d'État au nord et sud, voire même à Ituri. C'était pendant quelle période? Ce n'est pas dans une année qu'elle est là. Nous arrivons d'abord dans le secteur de sécurité interne, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Monsieur Gustave, téléspectateurs, vous devez vous prendre vous-même conscience, dire que non, en commençant d'abord pour la ville-province de Kinshasa. La sécurité est rassurée. Et si dans la ville-province de Kinshasa, où il y a les institutions, la sécurité n'est pas rassurée, qu'allons-nous dire dans des provinces? Si c'est vous, c'est rassuré dans votre province, d'accord. Maintenant, ici à Kinshasa, là où nous sommes, il y a le système de braquage autorisé pendant ce gouvernement. Mais écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire ça. Autorisé par qui? Qui a autorisé le braquage? Les dire vous clairement. pouvez bien parler, mais je le rappelle d'ailleurs que ces braqueurs ont été arrêtés. Qui a autorisé? Ils ont été arrêtés. Il y en a qui sont en prison. D'accord, c'est bien. Vous n'avez pas encore fini. Non, s'il vous plaît. Vous avez pris mes minutes. Vous avez pris mes minutes. Alors, je n'ai pas encore. Je vais terminer sur le secteur. On va revenir. Mais il faut d'abord retirer d'abord. Les secteurs d'abord de la diplomatie. S'il te plaît. Retire ce que tu mais on a cité les officiels. Les officiels qui peuvent autoriser les braqueurs. Non, les braqueurs a cité une autorité. Non. Oh. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur Gustave? Je vous dis, parmi les autorités, les braqueurs a cité un colonel. Est-ce que tu peux retirer ça et on avance? Retirer quoi? C'est que tu as dit que c'est autorisé. Mais les braqueurs, est-ce que les braqueurs se passent ou ça ne se passe pas? Non. Vous voulez autoriser d'ailleurs, vous faites partie des gens qui... Vous êtes partie des gens qui ne veulent pas aider le gouvernement. Parce qu'on a fait quelque chose du mal, vous ne voulez pas accepter. Est-ce que les braqueurs se passent? Monsieur Suleiman, est-ce que tu peux retirer ce que tu as dit? Retirer quoi? Que le braquage est autorisé. C'est retiré. Je continue avec les domaines, le secteur diplomatique. Non, vous avez parlé. Vous avez tous parlé si je n'avais pas de problème. Le secteur diplomatique. S'il vous plaît. Voilà. Quand ça vous touche, ça devait vous analyser. Vous pouvez bien parler, mais lorsque vous débordez, vous dites n'importe quoi, ce n'est pas accepté. Lorsque vous dites que les braquages, oui, personne ne peut dire qu'on n'a pas braqué, on braque. Est-ce que c'est autorisé par les autorités? Non. Oui. Et vous ne pouvez pas dire ici sur le plateau que les autorités braquent aux États-Unis, ils vont les braquer. C'est comme ça que vous aidez le gouvernement. Comme tu as retiré. C'est comme ça que vous aidez le gouvernement. C'est trop triste. C'est so triste. Comment vous analysez? C'est comme ça que vous nous prenez les embouteillages et vous dites que s'il vous plaît, vous n'avez pas de parole. C'est trop triste. Massimbo, c'est trop triste de voir ça. Vous analysez les 365 jours. Vous êtes content qu'on nous gouvernement Semino. Oui, merci beaucoup, cher Gustave, pour la parole. Je présente mes excuses aux co-débatteurs pour leur état et aussi à nos téléspectateurs. Vous savez, M. Gustave, le gouvernement cheminois ou le chef de l'État travaille dans un contexte de guerre. Parce que moi, par rapport à certaines analyses qu'on avait développées avec certains collègues chercheurs, il est prouvé que ces jours, le chef de l'État ne peut pas garder le même programme du gouvernement qu'il avait
lors de sa campagne électorale en 2018. Parce que les choses ont tellement évolué que cela ne joue pas à sa faveur s'il tient à maintenir toujours son programme, parce que cela ne tiendra pas. Donc il doit changer et adapter sa vision et son programme par rapport au contexte. Vous savez, le chef de l'État prend le pouvoir en 2019. En 2021, il y a la guerre qui s'éclate, d'accord, dans la partie est du pays. Et cette guerre-là consomme suffisamment les peu de moyens que le gouvernement essaie de mobiliser pour pouvoir financer le projet de l'État. Mais il faut se le dire que malgré tous les moyens mobilisés par l'État congolais, cette guerre, ça ne joue pas toujours à notre faveur sur le terrain. L'ennemi a suffisamment avancé jusqu'à prendre des grandes villes de l'est du pays, je cite Goma et Bukavu, et dans certaines provinces, il y a aussi des poches de résistance, notamment à Ituri. Ce n'est pas pour rien, le gouvernement avait déclaré l'état des sièges. Donc, cela a exprimé largement les inquiétudes qu'il y a dans la gestion de la République en ces temps. 2021, jusqu'à ce jour, la situation n'a pas évolué. La situation n'a pas évolué par rapport à cette guerre. Donc, on ne peut pas être aussi très poignant par rapport à ces gouvernements et très regardant par rapport à ces gouvernements. Mais ce que nous voulons à ces jours, c'est mettre des stratégies, mettre notre intelligence au profit de notre pays. C'est-à-dire quoi? Travailler ensemble avec le président de la République et les membres du gouvernement. D'ailleurs, que je plaide au président de la République de pouvoir réduire suffisamment le nombre de gouvernements, parce que quand on voit la taille, moi je dis toujours, quand on voit 50 ministres, on voit 50 problèmes, et 50 problèmes, on voit 50 solutions qui doivent être données à la population congolaise. Mais cela n'est pas le cas. On ne veut pas être trop regardant par rapport à cela. Mais c'est que nous tenons à ce que les chefs de l'État puissent prioriser des secteurs qui peuvent être bénéfiques pour notre pays, notamment les secteurs de la défense. Parce que là, c'est une priorité en ce temps où nous sommes. Vous savez, messieurs les journalistes, les équipes opérationnelles ne peuvent pas travailler sur le terrain et vous donner du résultat si les équipes des experts analystes de la situation n'ont pas pu travailler. Même la guerre aujourd'hui, l'Iran avec Israël, c'est que l'équipe israélienne avait travaillé en amont. Les analystes, d'accord, de la situation, ils ont analysé le renseignement qu'ils avaient. Ils ont pu donner des probabilités à une opération militaire sur terrain. Et c'est ce que ça a donné. Donc, en cela, nous, dans notre plateforme Congo Uni, on avait proposé la création d'une cellule d'investigation et d'anticipation des événements. D'ailleurs, on avait soumis le projet auprès des conseillers du chef de l'État en charge de la sécurité, je cite le professeur Eberande, pour que cela puisse être soumis au chef de l'État. Parce qu'à ce jour, nos services de renseignement et de sécurité boitent. Ça, on fait, c'est le dire. Parce que l'armée ne peut pas obtenir des résultats sur le terrain si elle n'a pas des renseignements probants, d'accord, qui peuvent le permettre de pouvoir avancer. Si on ne vous dit pas qu'on est dans cette salle, vous n'allez pas venir l'arrêter. Donc, les renseignements doivent faire le travail des terrains avant que les opérationnels puissent débarquer ici dans cette chaîne pour pouvoir, par exemple, arrêter Onessé. Je ne dis pas qu'il sera arrêté. Je ne dis pas qu'il sera arrêté. C'est un exemple que je donne. On nous a déjà tués, mais vous continuez toujours à exister. Donc, le PPRD, vous-même, vous l'aviez tué, PPRD. Le fait de ne pas avoir un siège propre à vous et de ne pas pouvoir construire un siège à vous, c'est-à-dire vous étiez déjà voué à votre propre disparition. Donc, il faut renforcer ce secteur-là. Je ne dis pas que l'ANER fait le travail, mais l'ANER fait le travail d'une agence sur les échanges de renseignements. Mais être sur terrain pour prendre les informations et de pouvoir les analyser. Je dis bien analyser. Quand vous analysez, vous donnez des recommandations. Et ces recommandations-là, en renseignement, on dit ça doit être à plus de 115% vérité. D'accord. Quand on augmente jusqu'à 115%, c'est-à-dire le manœuvre de 15% là, ça peut nous ramener, si on perd les 15%, ça peut nous ramener à 100%. C'est ça, on dit qu'il faut frapper là où il y a Koné Nanga. Quand vous frappez, Koné Nanga doit mourir. Soit s'il ne meurt pas, au moins, une partie de son corps va rester là où on a dit d'attaquer. Donc,
cela, il faut réfléchir par rapport à nos services de renseignement. Est-ce qu'il faudrait créer encore d'autres services de renseignement? Écoutez, les États-Unis n'ont pas qu'un seul service de renseignement. Il y en a beaucoup, alors beaucoup. Tout autour du chef de l'État, dans certains secteurs privés, il y en a les services de renseignement qui travaillent jour et nuit au profit de la République et qui font des analyses poignantes. Pas des analyses avec des penchés, non. Parce que dans la plupart des cas, c'est que nous voyons, les services de renseignement fait, c'est que dénoncer les opposants qui n'ont rien à voir avec, par exemple, ce qui se passe à l'est du pays, qui n'ont rien à voir avec l'Assemblée des prix. D'accord? Mais ils les arrêtent comme ça, appel-mail, sans pour autant nous donner des résultats sur le terrain. D'accord. D'accord. Donc, merci. Quand ils font les analyses doivent être des analyses poignantes dans le sens de la recommandation. J'ai entendu mon frère a parlé, par exemple, de la baisse de prix des carburants. Oui, mais est-ce que notre économie a bénéficié de cette baisse de prix des carburants? Non, mais pourquoi? On doit se poser mille et une questions. Voilà la nécessité d'un service d'investigation et d'anticipation. Parce qu'on va analyser, il y a baisse de prix. Parce que quand il y a baisse de prix, le professeur est là, il ne va pas me contredire. Quand il y a baisse de prix du carburant, on doit revoir aussi, ça doit aussi répercuter sur d'autres services, par exemple des transports notamment. Parce que quand le prix des transports baisse, ça a des effets aussi sur le bien de consommation. D'accord? Parce que si le carburant baisse, mais on constate qu'il n'y a pas baisse de prix des transports, cela va impacter toujours sur le bien de consommation. Mais on n'a pas profité de cela. Pourquoi on n'a pas profité de cette baisse de prix des carburants? Pourquoi? Est-ce qu'on s'est posé déjà des questions pour le savoir? On ne se pose même pas des questions. C'est là on constate, ah bon, ça va, d'accord. On avance. Mais on n'avance pas. On n'avance pas. Donc, par rapport à cela, je crois qu'il faut mettre beaucoup de points sur les secteurs des renseignements et de la défense. D'ailleurs, la défense qui acquise beaucoup de faiblesses, parce qu'on a vu comment est-ce que nos généraux avaient pris la poudre d'escampette, qui du reste ne sont que des corrompus, au service du mal. Hein? Ici, je profite pour vous présenter encore une fois, M. Gustave, mes condoléances à toutes les familles des militaires qui ont été pris dans les hôpitaux, parce que selon mes renseignements, on m'a informé que tous ces militaires qui ont été sortis de force dans les hôpitaux et dans les centres de santé ont été tués par l'armée rwandaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'armée rwandaise les a abattus froidement et ils ont été enterrés. Changeons de chapitre pour aborder cette affaire Mutamba qui défraye encore la chronique. Enfin, l'Assemblée nationale a dû autoriser la poursuite judiciaire ou en justice du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba. Et puis, vous avez lu dans les réseaux, même le procureur général a pris déjà une mesure pour interdire au ministre de pouvoir quitter le pays. Et puis, normalement, le ministre doit démissionner dans 48 heures, donc au plus tard ce mardi. Est-ce que ça va arriver? Bon, c'est ce procès qui ne pouvait peut-être pas avoir lieu parce que l'affaire était une affaire administrative. Bon, comment ça devient pénal? On commence encore avec vous, Mbemba Gauthier. Est-ce qu'on peut commencer avec vous? Merci d'abord. Moi, je pense que vous pouvez me laisser le temps parce que vous m'aviez arraché la parole. Mais dites des choses de manière logique et restez dans le sujet. Si vous allez ailleurs, on vous ramène, vous allez ailleurs. Si nous voulons aider le président de la République, nous devons être sincères. Parce que le président de la République a de bonnes idées pour aider ce pays. Vous savez, il a fait beaucoup de choses, mais ça demande beaucoup de suivi. J'ai suivi, lorsque mon prédécesseur a parlé, des problèmes de transport ici, c'est manque de suivi. Parce que vous aviez baissé, par exemple, le prix des carburants, mais ça demande le suivi sur le terrain. Quelles sont les mesures prises en synergie avec d'autres ministères, qui, par exemple, le ministère des Transports. Au moins, le ministre des Transports qui ne fait pas son travail est seul seulement d'accuser les opposants. Donc, voilà, j'en passe. Parlons sur la situation Mutamba. Et d'abord, le problème est endogène et puis exogène. Pourquoi je dis cela? Et là, vous allez vous rendre compte ce qui s'est passé quoi. Comme s'il y a la politique de deux poids, deux mesures. Nous avions vu Nicolas Kazadi au moins
qui au moins avec beaucoup des accusations, aucune, comment on appelle ça, lampadaire qui a été déjà placé quelque part, que ce soit à Tchangou, que ce soit dans les provinces, il n'y en a même pas. Mais aujourd'hui, Nicolas Razadi a été acquitté par le même Assemblée nationale. Alors, quand on voit le dossier Moutamba, c'est un dossier purement administratif qui devrait être arrêté sur le plan administratif et non un dossier qui devrait être traité sur le plan pénal. Et là, maintenant, je voulais interpeller la conscience. Parce qu'entre autres, nous savons qu'il y a le règlement des comptes. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le problème endogène et exogène. Pourquoi? Et là, vous allez vous rendre compte... Pourquoi vous dites qu'il y a un règlement des comptes? Qui règle les comptes avec qui? Ils savent que Moutamba, si Moutamba reste à la tête du ministère de la Justice, il y aura un problème. La fois passée, je suis en train de voyager, j'arrive à l'aéroport. Je paye par exemple le GoPass. Quand vous payez le GoPass, on vous donne l'équitance. L'équitance qu'on va vous donner, il n'y a même pas le signalisation des montants que vous allez payer de 15 $. Et vous allez maintenant vous poser la question, est-ce que ces gens ici, quand moi je vais parler ici, ces gens ici qui sont venus seulement changer leur plante au gouvernement et non seulement à accomplir les idées et plutôt les plans d'action du président de la République. Et là maintenant vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème. Pourquoi? Depuis 2001, on a commencé à bouffer cet argent ici de GoPass. Jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, nous sommes sur le dossier Moutamba. Mais oui, c'est là où maintenant le problème s'est commencé. Parce que bientôt, là, il y a certaines personnes qui seraient au moins poursuivies à cause... Le problème a commencé au niveau des GoPass. Il y a le règlement de compte parce qu'eux-mêmes, ils ont tombé aussi dans le filet. Le problème Moutamba a commencé lorsque on a payé les GoPass et qu'on a bouffé les GoPass. Non, c'est... Alors, vous restez dans les dossiers. Allez-y. Et pourquoi lorsqu'il y a un problème, vous savez, on dit que les liens ça se lave en famille. C'était le problème administratif. Quand la procédure est biaisée, c'est-à-dire ça demande à ce que maintenant qu'on puisse maintenant suspendre maintenant le marché en cours. Alors tandis qu'on n'a pas suspendu le marché en cours, l'argent n'a pas été utilisé. L'argent ça se trouve en banque. Et pourquoi maintenant nous sommes arrivés jusqu'au niveau pénal? C'est ça, mais c'est là maintenant il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Ce qu'il faut faire. À ce moment ici, le président de la République... justice faire son travail. Mais le dossier est à l'instruction du PG. Alors, à ce moment ici, moi, ce que je peux demander maintenant au PG, maintenant, de revoir ces poursuites qu'il a au moins déposées à l'Assemblée nationale, bien qu'on a déposé les poursuites, mais lorsque maintenant les avocats doivent défendre à ce moment-là, peut-être on pourra comprendre bien. Je me souviens encore, il y a une chose qui s'est passée, mais c'est Moutamba son tour devrait accuser l'avocat qui au moins l'a questionné. Et lui maintenant, il est allé accuser le PG. C'est là où maintenant il y a eu un peu de confusion. Donc il y a certaines erreurs au moins à côté des avocats, des ministres actuels qu'on est en train de... Gauthier Mbemba. Alors, Papi Mouya, cette affaire Moutamba, en tout cas, selon les rapports de la commission, les députés ont compris qu'il faut que Moutamba soit jugé. Et quand vous lisez dans la presse, il y en a qui disent Moutamba sacrifié, Moutamba livré, Moutamba. Donc il y a autant de titres. Et vous, comment vous analysez cette question? Merci beaucoup, M. Kistaf, pour la parole. parole. A fait son travail. Permettez quand même, avant que je puisse répondre à cette question, que je puisse ramener certaines vérités par rapport à ce qui a été dit par mon frère Suleiman, qui, je crois qu'aujourd'hui, est dans beaucoup de confusion. Il a parlé de la santé. Il a présenté la santé comme s'il y avait des couacs par rapport à un rapport écrit par l'hôpital général je crois, Moukole. Ce rapport, qui a été même attaqué. J'ai eu la chance d'échanger avec le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo, qui m'a fait comprendre qu'il y a eu même erreur. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de la maternité en route vers la couverture santé universelle. Attention, quand il y a un projet, il ne faut pas seulement s'attendre à des bons résultats, il peut y avoir des ratés. Ces ratés ne veut pas dire que ça doit annuler le travail qui est fait, non.
On est en route vers la couverture santé universelle. Vous admettez qu'il y a des ratés? Non, écoutez, ça ne manque pas. Ça ne manque jamais. Si j'ai dit qu'il n'y a jamais eu de ratés dans tout ce qu'on fait, c'est que je suis aimanté. Même nous, on est humains. Dans tout ce qu'on fait, ça arrive des fois d'échouer à un moment. Cela ne veut pas dire que quand vous échouez, vous devrez abandonner. Il a posé la question ici, il a dit pourquoi payer des avions aux militaires. Non, écoutez, c'est peut-être que vous ne maîtrisez pas ça. Nos militaires doivent se déplacer. Nos militaires doivent être dans de bonnes conditions. Un militaire, c'est lui qui accepte de sacrifier, de donner sa vie. Il faut les mettre dans de bonnes conditions. Payer ces avions, c'est les encourager. C'est rassurer leurs moyens de déplacement. Ça, on doit vraiment le dire. Oui. Vous avez parlé de la santé et de l'EPST. Attendez, je vous ai dit que je viens de Lualaba, je viens de Lubumbashi. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que Lualaba. Si nous étions à Lualaba, c'est parce qu'il y a eu une conférence de gouverneurs. Et je vous rappelle que dans 6 mois, on ne sera plus à Lualaba, on va aller ailleurs. Voilà, à l'EPST, j'ai bien dit ici, je n'ai pas été hypocrite. Je vous ai dit clairement qu'il y a des couacs. Au Lualaba, allez-y. Les enseignants réclament le retour de Bakonga. Je le dis ici, par rapport à la gratuité. Je suis sincère avec moi-même et je ne peux pas applaudir. Si je reviens, c'est parce que vous avez essayé de dire quelque chose qui n'est pas correct. Donc, si on réclame le retour de Bakonga, c'est parce qu'on sait qu'à son temps, les choses ont été bien assises et la gratuité était bien posée. Je reviens à la question Mutamba. Je crois que M. Mbemba n'a pas la maîtrise sur certaines choses qu'il essaie de dire sur ce plateau. Il est dans une totale confusion. Il confond premièrement les dossiers Mutamba et les dossiers Nicolas Kazadi. Mais quand vous faites une étude, il dit l'argent n'a pas été touché. Oui, le problème, Mutamba n'est pas accusé parce qu'il fallait toucher à l'argent. Non. Mutamba est accusé par rapport à un dossier de détournement. Les détournements, c'est quoi? Les détournements, c'est qu'on peut me donner l'argent pour acheter les téléphones pour M. Suleiman. Je n'achète pas les téléphones, mais je pars acheter la nourriture pour les professeurs parce qu'il a faim. C'est ce qu'on appelle détournement. Et si l'argent n'a pas été touché, attention, en droit, pour ceux-là qui maîtrisent les droits, de la même façon qu'on va punir celui qui a détourné, même celui qui a les intentions de détourner, est puni. Il doit faire face à la justice, il doit amener ses éléments de preuve, surtout qu'il a commencé par avouer au niveau de la commission à l'Assemblée nationale. Mutamba a avoué, Mutamba a demandé pardon. Est-ce qu'on doit s'arrêter au niveau des pardons? Non. Mais vous invoquez le nom de Kazadi, Nicolas Kazadi. Pourquoi le PG avait sollicité la levée des immunités de Nicolas Kazadi? Non, ce n'est pas parce que Nicolas Kazadi avait détourné, non. Nicolas Kazadi est accusé. Ah bon? Oui, le PG l'accuse d'être à la base de faux bruits et d'avoir divulgué certains secrets d'État. Peut-on dire que les dossiers ont été enterrés? Permettez, les dossiers forage et autres, c'est un dossier qui avait été jugé, il y a des condamnés. On ne peut pas revenir sur ça. Voilà. Ça, c'est les droits. Okay. Si, pour la deuxième fois, Kazadi a été interpellé, c'est par rapport aux faux bruits et aux divulgations des secrets d'État. Mais quand on fait l'étude sur ce que nous avons appelé la République démocratique du Congo démocratie, la démocratie c'est aussi un droit à la parole. Nicolas Kazadi c'est un Congolais comme tout le monde. Il a droit à la parole, surtout qu'il est député national. De la famille aussi. Et les députés ont fait une étude par rapport à cette accusation. Ils ont trouvé qu'il n'est pas normal qu'un Congolais, surtout un député national, soit accusé parce qu'il a eu à mettre ses avis par rapport à un dossier. Nicolas Kazadi n'avait jamais critiqué le gouvernement. Attention, l'état de droit, je voulais rappeler ici, je vous ai dit, dans un état de droit, on ne doit pas voir les noms des gens. Dans un état de droit, il faut laisser nos lois primer. Parce que si la justice est bonne aujourd'hui, nous allons être protégés. Et si la justice n'est pas bonne, merci, les jours à venir, on va souffrir. Est-ce que ceux qui disent que les loups ne se mangent pas entre eux, les députés ont protégé leurs collègues qui pouvaient aussi faire objet d'arrestation, mais et puis son dossier n'est pas allé vite, hein, comme Alors, j'ai interviewé même un député qui dit, mais lorsqu'on nous demande
de pouvoir autoriser la poursuite pour faux bruit à un député national. Nous ne pouvons pas faire ça. Ça, c'était lutter contre la liberté d'expression. Voilà. C'est un député qui a dit, mais Mouya est en train d'argumenter là-dessus, je ne sais pas. Non, je donne une idée. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas deux poids, deux mesures parce que dans les dossiers forage, Nicolas Kazadi, je crois l'Assemblée nationale avait autorisé l'instruction de ce dossier. Et Nicolas Kazadi avait été entendu. Et à l'époque, c'était clair. On n'a pas dit que les députés avaient protégé Kazadi. Mais pourquoi aujourd'hui que les députés pensent eux-mêmes que Kazadi a droit à la parole comme tout le monde? On ne peut pas combattre ceux qui parlent comme en démocratie et qui refusent de les livrer. Pourquoi on doit venir parler d'acharnement? Il n'y a pas eu protection. Je crois que les députés ont compris que chaque Congolais a droit à la parole. Et pourquoi tu ne veux pas parler quand la procédure des marchés publics est biaisée sur en ce moment-là? Merci, non, vous n'avez pas de parole. Alors, il m'a refilé la parole pendant que j'en avais encore. Alors tu peux conclure parce que... Je rappelle à mon ami Mbemba qu'il faut garder votre mal à patience. Moutamba n'est pas condamné. Moutamba est accusé. Il n'a qu'à amener ses éléments de preuve. Et si la justice prouve qu'il n'y a rien dedans, je crois qu'il sera relâché. Il faut laisser la justice faire librement son travail. Ce qui a tué la République démocratique du Congo, c'est la politique, la mauvaise gestion de la politique par rapport à la justice. Je crois qu'il est temps que la bonne justice soit dite pour sauver la République. Est-ce qu'il va démissionner? C'est obligatoire qu'il doit démissionner. D'accord. Voilà, alors, Suleiman, comment vous... ce dossier Moutamba, je me rappelle que la fois passée, vous avez demandé que la justice fasse son travail. Je crois que vous gardez la même attitude ou bien vous avez changé d'opinion? Je pense que à ce dossier ici, tout le monde passe des juristes pour le moment. Tout le monde est devenu avocat de X et de Y. Tout le monde pour le moment devient procureur. Et toi tu es avocat de qui? Tout le monde devient actuellement procureur, où il commence eux-mêmes à condamner, à charger et à décharger la personne. Or, si nous suivons bien la procédure, les procureurs de Vendée avaient suivi une procédure normale. Et il a demandé à l'ensemble, au Parlement de faire le travail comme il se doit. Après avoir entendu M. Moutamba, il a encore clos le dossier. Il a encore redemandé pour la levée de l'immunité pour faire sa procédure normale. Et jusque-là, le procureur n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'est pas encore attendu. C'est tout le monde maintenant qui passe déjà procureur. Non, la procédure a été biaisée. Si vous demandez la procédure a été biaisée, à quel point? Il n'y a pas de suite. Or, l'unique qui a qualité de dire, c'est le ministère public. Nous ne pouvons pas nous substituer à la place des procureurs ou à la place du ministère public pour commencer à donner des infractions. Le procureur a dit les infractions qui ont été relevées là-bas, c'était tentative de détournement, il y a détournement, tout ce qu'il a dit. C'est lui le procureur qui a qualité. Nous autres ici n'avons pas qualité de dire non, non, monsieur le procureur, l'infraction n'est pas sur détournement. Non, non. Le ministère public, c'est l'organe de la loi. Donc, alors, nous allons encore faire... bon, la procédure a été respectée, je ne vois pas comment... Les mêmes justices que tu as insultées la fois passée, les mêmes justices que tu es maintenant d'encourager. Vraiment, de mon côté, monsieur Mbemba, vous devez retenir que non, de mon éducation, insulter, c'est trop difficile chez moi. Ça ne passe pas. Bon, d'abord, s'il vous plaît, dès ma confession religieuse, n'autorise pas les insultes. Laissez-moi. Il faut parler, même, il faut parler des critiques. Laissez-moi. Voilà. Insulte. Hein? Il faut retirer. Il n'a pas insulté, il a critiqué. Mes minutes sont dépassées. Hein. Alors, nous n'allons pas encore faire quelque chose que la majorité de nos frères congolais, surtout quinois, qui cherchaient à donner des infractions aux gens. Vous comprenez que non, le vieux Nico, le vieux Nico, qui est tout ce que nous avons dit la fois passée ici, n'a pas été reproché cette fois-ci pour le détournement qui a été passé. Non, il a été reproché. Si vous, d'abord, quand on passe l'hémicycle, il faut suivre quand ça se passe. Nous allons avoir l'idée de parler devant les gens. Parmi les griefs,
les députés ont répondu favorablement. Et ils sont partis très loin pour revenir sur l'article 107 qu'on parlait de Vieux Matata, qu'ils ont encore parlé de Vieux Nico. Ils ont dit non, non, aucun député ne peut être poursuivi pour ces déclarations pendant tout ce que vous connaissez. Ça, c'est la Constitution. En pleine session. Après que les députés aient examiné, et nous n'allons pas aussi oublier que non, bien que on avait entendu qu'il y a certains députés qui ont été signés allés, mais il y a des députés aussi qui comprennent la loi. Signés allés, c'est-à-dire quoi? Qui ont été signés allés. Vous voulez dire quoi là? Est-ce que vous n'avez pas compris? Les Congolais ont compris. Parce qu'on avait, appris, il y avait certains partis politiques qui disaient, il y a des vidéos, qui disent non, non, pour qu'il devienne député, il a passé par ma signature. Alors je ne vais pas faire l'apologie des gens, faire les publicités de ces histoires là-bas, mais pour dire que non, parmi les députés que nous avons, il y a les députés qui réfléchissent de droit. Après avoir analysé les faits de M. Nico, c'est à ce moment ils ont compris que non, ça n'arrive. Sinon, même vous journalistes, si vous dites seulement que non, le président de la République n'a pas bien travaillé, directement vous êtes poursuivi. Pourquoi propagation de faux bruits? Alors nous ici, on avait raté d'organiser les deuils de l'un de notre frère. Pourquoi? Parce que non, si vous parlez encore, propagation de faux bruits. Merci. Parce qu'on n'était pas des députés pour qu'on parle de nous. Merci, alors, mais lui au moins a eu la chance d'être parlé. C'est compris. Marie-Claire, oui. L'affaire Moutamba. Oui, moi je voudrais même ici dans l'affaire Moutamba créditer encore la première ministre. On a parlé je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qu'on a discuté avant, parce que quand on parle de faire un bilan, il y a toujours la notion de, comme le professeur a dit, de point de départ, de baseline. On part d'où? Il y avait un programme. Et quel est le programme et où est-ce qu'on est par rapport à ces programmes? Et là, dans cette trajectoire, il y a la notion du temps. C'est pourquoi vous avez parfois des évaluations à mi-terme, à mi-parcours, ainsi de suite. Et ici, Madame Souminois s'est engagée d'exécuter ce programme sur 5 ans. Et nous sommes en train de voir juste la première année. Donc il faudra qu'on retienne bien ça. Et quand on félicite, je veux rejoindre mon collègue Bemba qui a dit, quand on félicite les acquis, ça ne transforme pas les gens obligatoirement à des dialélos. Non. Les gens reconnaissent les faits tels qu'ils sont et les gens établissent des besoins de continuer sur la route ou alors même d'exceller. Et j'approuve l'idée de dire il faut être un peu révolutionnaire, il faut un peu voir les choses en dehors du box, out of the box comme les Anglais disent, pour aller très vite. Et donc, pour revenir au dossier de Moutamba, que j'ai beaucoup admiré, parce que je voyais justement en lui cet esprit révolutionnaire, de pouvoir remettre la justice debout rapidement. Cela étant, ça ne fait pas de lui au-delà de la justice. Tout homme, tout Congolais est justiciable. Et nul n'est au-dessus de la loi. Maintenant, nous avons vu ici que le gouvernement, plutôt que le procureur général, a accusé justement ces dossiers intention de détournement et aussi pas de suivi de procédure de passation du marché parce qu'il y avait eu des gré à gré en contradiction de procédure du gouvernement établie dans ces cas précis. Et on a vu qu'il y avait aussi, oui, il y a eu ces 2 chefs d'accusation, je crois qu'il y a un 3e aussi. Et maintenant, dans le processus, c'est vrai qu'il y avait une rapidité que nous avons discuté, c'est à 3 reprises. Cette notion de prioriser ces faits, c'est devenu une grande priorité au-dessus même des autres activités qui sont là-bas. On parle du dossier Kazadi. Moi, je parle seulement du dossier de lever les immunités du président Joseph Kabila, qui a déjà passé par le Sénat. Où en est-on par rapport au procureur général? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour continuer par rapport à la justice en général? Parce que ici, nous avons encore quelqu'un qui est supposé être l'ennemi du Congolais, qui continue à exterminer
nos frères On est sur au front. Moutamba. Et aujourd'hui même, Et là, le donc week-end, pour Kabila, ce n'est pas vite parti. Non, mais c'est ça, je suis en train de dire. Nous sommes sur Moutamba. Oui, sur Moutamba, on est là. Je suis sur Moutamba et je fais la comparaison. Pourquoi cette rapidité, cette priorité sur Moutamba comparativement à d'autres grandes priorités qui affectent la population congolaise? Aujourd'hui, le week-end dernier, les enfants, retenez, les enfants des cabarets ont été tués. Des élèves ont été exterminés par le Rwandais de la RDF, Rwandan Defense Force, et le mouvement de M23 que dirige le président Joseph Kabila Kabange, alias Hippolyte Kanambe. Président honoraire, bien sûr. Il tue encore aujourd'hui. Ce matin, il y a eu encore des cris. Et à tout moment, maintenant qu'on est autre, il faudra que la justice congolaise, je félicite ici en passant le vice-ministre de la Justice qui a fait un déplacement la semaine dernière pour voir la Cour pénale internationale et demander pourquoi c'est ralenti. Ils nous ont promis qu'ils reviendraient ici pour rétablir. Nous avons besoin que la justice congolaise... Comme c'est parti vite pour Moutamba, que ça aille vite pour Kabila et pour les autres. Il faut prioriser parce qu'ici, nous sommes en train de perdre des vies des enfants, nos enfants que nous avons eus. C'est de ça que je vois. Par rapport à Moutamba, maintenant, je veux dire que justice fasse son travail. C'est comme ça que le Congo gagne. Le Congo gagne pas par des sentiments envers une personne qui nous a beaucoup aimés ou envers ici. Le Congo gagne par les faits. Moutamba devrait, on avait discuté ici la dernière façon, la récusation qu'il a fait de tout le monde. Il a droit à une justice impartiale, faire, et il faudra qu'on s'assure qu'il reçoit la justice impartiale. Merci. Mais s'il est trouvé coupable, il doit être coupable comme tout Congo, comme toute personne. Merci. Mais avant qu'il ne soit trouvé coupable, il a comme toute personne droit à la justice, à la présomption aussi de l'innocence. D'accord. Et donc merci. Il faudra qu'on puisse suivre cela. Mais ici, moi, j'invite notre justice, j'invite aussi même les ministères des droits humains, j'invite le Conseil national des droits humains et tous ces arsenals justice du Congo. Nous avons des problèmes qui ont besoin d'une rapidité, d'une urgence au niveau de la justice, plus que les détournements de Moutamba. D'accord. Professeur Dadi Saleh, rapidement, hein, parce que le temps fait défaut, on a fini. Comment vous appréhendez l'affaire Moutamba? Alors, par rapport au temps, j'aimerais lire quelque chose ici. On dit en RDC, le président de la République est le magistrat suprême de la justice et joue un rôle important dans le fonctionnement du système judiciaire, bien qu'il ne soit pas directement un juge. Et on dit, etc., on dit qu'il est le garant de l'indépendance de la justice, c'est-à-dire le président est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. J'estime effectivement qu'avoir toute cette confusion, je ne suis pas juriste, donc on peut parler de procédures, etc. J'ai essayé de l'éprouver la fois passée ici, et je pense que personne ne peut me dire l'inverse, sauf s'il n'est pas congolais, qu'il y avait et il y a des couacs entre le ministre d'État de la justice et les magistrats. Des procureurs. Et on va un peu plus loin parce que lui avait accusé déjà les procureurs d'une façon ou d'une autre, même si la procédure a été bloquée par rapport à des maisons, etc. Donc, effectivement, même comme un inspecteur, même comme un enseignant, même comme un médecin, on vous dit que vous ne pouvez pas soigner votre enfant, en grande partie. On vous dit, pour ne pas être juge parti, vous ne devriez pas, n'est-ce pas, être impliqué dans A, B, C, D. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens pensent que c'est anormal. On ne dit pas que le ministre d'État de la Justice n'est pas judiciable. Ça va? Non, absolument pas. Il est ministre d'État de la Justice. Il fait partie de la justice. C'est l'organe politique jusqu'à preuve du contraire. On attend peut-être sa démission, ça va suivre probablement. C'est l'organe jusque-là politique de la justice. Il fait partie de la justice. Mais les gens ne semblent pas comprendre cela. Sous d'autres cieux, il est au même moment, il sera au même moment le procureur général. Sous d'autres cieux, pour éviter cette cacophonie. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit la fois passée, le président de la République, pour ne pas favoriser les uns et les autres. Parce que ce qui est en train de se passer est en train de bloquer la révolution,
ça va, judiciaire en République démocratique du Congo. Je l'ai dit, je l'ai répété. Si nous ne suivons que le droit, ça va, tous ces gens-là devaient démissionner. Si on suit la logique des choses, et les procureurs devaient démissionner parce qu'il est accusé aussi, etc. Mais personne ne démissionne. Donc il y a des gens qui profitent un peu de leur position. Alors tout le monde est juge et parti, vous voulez quoi? Il faut le président de la République, j'en appelle à sa sagesse, parce qu'il est en train de mettre dans l'eau ce qu'on a dit que la justice devait sortir dans les comas. Puisque tous ces hauts magistrats-là, mais c'est eux qui ont été là depuis 35 ans. 30 ans, 20 ans. Et nous connaissons, les présidents l'ont dit, ce n'est pas moi. La justice est en coma, malade, avec ces mêmes personnes-là. Maintenant, là, il s'agit de l'acharnement. Ok, si le président, même si on dit il doit être justiciable, je suis tout à fait d'accord, mais ici, entre guillemets, qui doit les juger? Pas les mêmes personnes que lui-même a accusé. Ce sont des règles simples. Comment est-ce qu'on dit? Toutes les lois ne doivent pas prévaloir par rapport à l'équilibre social. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas souvent d'accord avec les juristes parce que moi je suis quelqu'un de développement. Je vois le développement de ma nation. Nous étions en train déjà d'aller dans la révolution de la justice. Avec un peu, madame a félicité la première ministre, avec ce bras de fer qui devait nous faire aboutir à un système de justice. C'est pourquoi j'ai dit un système de justice un peu plus équitable où la corruption devait être bannie. Mais là on est en train de retourner 50 ans après. On retourne encore dans 50 ans avec ce qui est en train de se passer. Donc, j'en appelle, comme je viens de le dire, le président de la République n'est pas magistrat suprême inutilement. Je ne sais pas si les gens comprennent c'est quoi magistrat. Ça va, suprême de la République démocratique du Congo. Il ne s'agira pas de l'ingérence. Tu peux trancher selon... Naturellement, pourquoi? Parce qu'il s'agit de deux institutions. Il s'agit effectivement du pouvoir exécutif de la justice et il s'agit du pouvoir judiciaire de la justice. Donc, vous voulez qui? Mais le pouvoir judiciaire de la justice ne peut pas attaquer de front, ça va, les pouvoirs judiciaires politiques. Ce qui est le cas, donc c'est à lui d'intervenir avec la première ministre. Si ce n'est pas le cas, je vous assure, ok, ça va décourager tous les révolutionnaires. Et bien sûr, les gens qui ont volé doivent être arrêtés. Et il y en a tellement. Comme j'ai dit, les gens qui ont volé, il y en a tellement que si la justice était juste, je pense que 80% des ministres et eux-mêmes seraient déjà arrêtés. Je l'ai dit à la télé, je l'ai dit à tout le monde. Merci beaucoup, professeur. Alors, que le président intervienne. Eri Massimbo, on termine. Qui joue son rôle. On a fini. Eri Massimbo, oui. Comment vous analysez un peu rapidement? On a fini. Hein, en fait, tous les politiciens sont des braqueurs. Sont des braqueurs. C'est-à-dire quoi? Mais ils braquent les finances publiques tous les jours. À tout le monde. Le jour comme la nuit. J'ai dit tout. J'ai dit tout. Non, à tout le monde. Non, il faut dire quelques. Il est libre, laissez-le. Bon, en grande majorité, sont des braqueurs. Voilà, si ça peut vous arranger. Mais par rapport à la psychologie politique, le peuple lui-même sait comment est-ce que ça va aboutir. D'accord? Et par rapport à l'expérience de la justice congolaise, le peuple sait comment est-ce que ça va aboutir. On connaît déjà la fin de ces dossiers. Ouais. On sait que l'argent ne va pas être retourné. Les 32 millions ou les 39 millions vont être bousillés comme ça, vont disparaître. On sait par rapport à la procédure. Non. Avec les dossiers 100 jours, c'était toujours la même chose. Les biens étaient bloqués, l'argent était bloqué, machin, tout ça. Mais jusqu'à ces jours, personne ne peut me donner les images des camps. Des camps militaires, des maisons préfabriquées, des camps militaires. Personne ne peut me montrer les images. Donc, cela veut dire quoi? Les autres, les uns ont évolué dans mode rallique, circuit ouvert, et l'autre a évolué dans mode rallique, circuit fermé. Mais néanmoins, au lieu de me lasser dans ces dossiers de la justice, parce qu'on connaît déjà la fin, mais je voudrais d'abord parler d'une chose, monsieur Gustave. Je vais ici citer des noms. Je cite les noms de notre frère Dieudonné Kayembe, qui nous a fabriqué la tablette Motema. Je cite le nom de notre frère encore, Jean Mongou, qui nous a fabriqué l'ordinateur, téléphone, tablette Okapi. Est-ce que le ministère des Recherches scientifiques et Innovation, ministère de l'Industrie et de PME, ne peut pas un peu inviter, d'accord, ces enfants de la République pour qu'ils puissent mettre leur intelligence en faveur de la République? Parce que dans la guerre aujourd'hui, la technologie a toute sa place. Voilà. Ces deux Congolais et d'autres Congolais réunis ensemble, ils peuvent nous fabriquer des armes, ils peuvent nous fabriquer des logiciels capables de pouvoir détecter certaines choses. Ils peuvent nous fabriquer les drones.
Voilà, merci. Il y a même des professeurs à l'ISPT là qui fabriquent bombes, et drones et consorts, mais il faut le mettre à profit de la République. Voilà, merci. On a fini pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre l'émission le jeudi prochain. Pour aujourd'hui, merci à Marie-Claire, merci à Eri Massimbo, merci à Papi Mouya, merci à Suleiman One Hesse, merci au professeur Dadi Saleh, merci à Gauthier Mbemba, merci à toute l'équipe technique et à la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.